À l'autre extrémité et inversé par rapport à l'axe de la maison, un grand 2 pièces pour monsieur et madame B. Là aussi, un noyau technique abrite la salle de bain et l'escalier. Une longue fenêtre surplombe le jardin. Le programme des clients assistés sur une maison de verre. Entre les boîtes appartements en déport et le socle qui s'enterre, tout le deuxième niveau n'est qu'une longue boîte de verre. 23 mètres de façade vitrée dans sa partie la plus longue. La maison de verre peut s'ouvrir totalement grâce à de longues fenêtres coulissantes. Le salon et le jardin ne font qu'un. Cette ouverture est accentuée par le fait que la boîte de verre elle-même est plus large côté jardin avec une façade de 6 mètres, tandis qu'elle devient plus étroite côté rue avec une largeur de 4 mètres. Dans cette partie sont concentrés les espaces fonctionnels communs. Le hall d'entrée et son escalier, la salle à manger, qui communique directement avec la cuisine, elle-même isolée par une paroi ondulée courbe en polyester. Pour qui vient de la rue, cette paroi courbe resserre d'abord l'espace, puis le dilate, accentuant l'ouverture sur le jardin. Farnsworth de Miss Van der Rohe. La maison de verre de Philip Johnson. La Villa Savoie de Le Corbusier. L'histoire de l'architecture au XXe siècle peut être vue comme une suite de maisons individuelles. Elles partagent tout un programme simple, un jardin, un salon. C'est une famille, avec des enfants. Et parce que le programme est toujours le même, dans 99% des cas, l'architecture est banale. En revanche, cette apparente simplicité du programme, parce qu'elle n'est contaminée par aucune demande spécifique, permet d'atteindre l'architecture dans ce qu'elle a de plus pur. À chaque extrémité du bâtiment, chacun chez soi. Le même souci, respecter l'autonomie de chacun, est présent dans le schéma des circulations. Après la porte d'entrée, l'escalier du hall se poursuit jusqu'à l'appartement de Mademoiselle B. Un trajet périlleux, protégé du vide par une mince paroi de verre. À
partir du même hall d'entrée, une rampe en pente douce permet d'accéder à l'autre extrémité du bâtiment et au jardin, tout en évitant de traverser la salle à manger. Cette rampe rejoint deux escaliers, l'un qui mène au garage et l'autre qui permet d'accéder à l'appartement des parents. À l'étage supérieur, une longue coursive en plein air permet théoriquement de circuler directement d'un appartement à l'autre. Dans la réalité, tout semble fait pour décourager ces déplacements. Contrairement aux maisons de Philip Johnson ou de Miss Van der Rohe, cette villa n'est pas un objet magique, flottant au milieu de paysages infinis. Elle doit trouver sa place dans un contexte très dense et résolument anti-moderne. Le terrain était entouré de murs, c'était déjà un intérieur. Le rectangle de la maison de verre représente l'empreinte minimale. C'est seulement une première enceinte. La vraie maison va jusqu'au mur du jardin, là où commencent les autres. Les maisons des voisins sont très proches et les voisins sont hostiles. Il n'y a jamais eu de maison sur ce terrain. Les riverains se sentent agressés par le projet de Rem Koolhaas. Les plans respectent tous les règlements d'urbanisme qui sont nombreux et contraignants. Il y a un seul point sensible sur lequel vont se focaliser les attaques. Le mur de verre. Est-ce qu'un mur de verre est un mur? Est-ce qu'il permet de respecter l'intimité des voisins? Est-ce que la vie privée de chacun est protégée? Prévoyant, l'architecte propose de traiter la moitié de la longue façade vitrée en verre sablé. La lumière passe, pas les regards. Mais les voisins s'entêtent, les procès se succèdent, le chantier est arrêté 3 ans. C'est finalement le conseil